Eh ben, écoutez, c'est parti. Eh ben, déjà, merci à tous d'être là. Merci à Sheridan pour cette intervention, ça fait très plaisir. Euh, évidemment, donc Sheridan et Yo sont des gens sur lesquels on s'est enfin, on a vachement compté sur eux au début. On va essayer, nous, les nouveaux, du coup, d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour essayer d'avancer un peu tous ensemble. Ça va être l'objectif un petit peu de ces émissions. On va essayer d'avoir plusieurs intervenants en fonction des connaissances de chacun, qui peut être, je pense, intéressant pour tout le monde. On pourra tous apprendre de tout le monde. Euh, Cette initiative, elle vient aussi du fait que... Bonsoir Snatch. Bonsoir. Cette, cette initiative, elle vient du fait qu'on s'est dit que du coup, ben, on commence à acquérir un petit savoir. On a aussi besoin d'engranger des connaissances. Et du coup, pourquoi pas le faire à plusieurs. Quelque chose que Tana avait soumis l'idée. C'est un peu à son initiative, la petite Anna. Voilà, donc pour ce soir, pour la première émission, je vous demanderai un petit peu d'indulgence, parce que c'est une toute première émission avec des tout premiers novices de la crypto-monnaie. Donc on va essayer de faire au mieux. On va partir sur les grandes lignes de la crypto-monnaie. On va commencer avec notamment la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain? Comment vous voyez les choses, comment les choses se dessinent. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Et du coup, je vous Max, demanderai un petit attends, truc je fais un petit un petit, je coupe 2 secondes. Keep On va s'organiser de la façon suivante. Si vous avez des questions à poser, moi je suis le chat, donc n'hésitez pas à utiliser le chat, streaming pour pouvoir, communiquer, et puis pour voir un petit peu ce que va présenter, n'hésitez pas à vous connecter à ma vidéo en direct pour voir, c'est en fin de compte, c'est l'écran de Max que vous verrez. Donc connectez-vous sur ma vidéo pour voir l'écran de Max. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Tana. La Tana, notre technicien du soir. Euh, Hop, donc comme il l'a dit, si vous avez des choses à écrire, n'hésitez pas, on lit tout. On pourra peut-être pas répondre à tout parce que on connaît pas tout non plus. Et donc on va commencer avec déjà les prérequis. Déjà, qu'est-ce que la blockchain? Donc dans un premier temps, avant d'avoir des crypto-monnaies, on avait la blockchain. Et du coup, dans le chat, si vous voulez dire un peu ce que représente une blockchain, comment vous imaginez la blockchain, ce serait intéressant. Et en même temps, je vais développer un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas la blockchain, je partage une petite image toute simple. On va essayer de faire dans le simple. Hop, voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Normalement, oui. Voilà. Donc, une blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est un, comment on peut dire ça? Un réseau, tout simplement, un réseau. C'est un réseau de boîtes aux lettres, en gros, comme la poste, hein, voilà, un réseau de la poste, sauf qu'il est numérique. Il a été codé, donc c'est des lignes de code qui s'exécutent. Et en fait, l'objectif, c'est d'envoyer du courrier aux voisins ou à des gens beaucoup plus loin, un peu partout sur la planète. Donc du coup, ça va s'opérer avec un réseau relié avec des machines et des nœuds reliés entre eux par un réseau. Ça se forme sous forme, enfin c'est formé sous ordinateur, hein. Ordinateur, des téléphones portables, tout ce qui est appareil numérique, hein, tablette, etc. L'objectif d'une blockchain, en fait, principalement, il est d'aller vite, d'être sécurisé. Par rapport à un réseau centralisé, la blockchain est un réseau décentralisé. Pourquoi décentralisé? Parce qu'en fait, il n'y a pas en son sein un seul nœud qui supporte l'entièreté du réseau. C'est pas comme un réseau bancaire. C'est un réseau où si un nœud disparaît, les autres nœuds peuvent prendre le relais. C'est un peu comme un circuit d'eau quand vous avez votre eau potable à la maison. Du coup, s'il y a un tuyau qui pète, on le change. Bah, c'est un peu le même principe. Euh, sur un réseau centralisé, un réseau que vous allez utiliser, notamment les réseaux bancaires, vous allez passer principalement par une structure financière, qui est généralement votre banque. Donc vous voulez envoyer de l'argent, hein, simplement à des gens
à votre voisin, vous allez devoir passer par une banque qui, elle, va centraliser les informations. Donc, de cette centralisation, on a plusieurs problèmes qui ont été identifiés. Et je vais vous mettre un petit dessin qui va permettre, hop là, de vous faire comprendre un peu mieux le fond de ma pensée. Alors oui, je bafouille un peu, je suis désolé. Petit tout, hop là, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le réseau rouge, c'est le réseau décentralisé. Donc le réseau décentralisé, cette espèce de boîte aux lettres géante reliée entre elles, va permettre d'avoir plusieurs acteurs qui vont... le fait d'avoir plusieurs acteurs va forcément diluer les risques d'arnaque, enfin pas d'arnaque, de hack, risques de problèmes informatiques, les risques XY qui peuvent être inhérents à un réseau. Alors qu'un réseau centralisé, le réseau bleu qui est au-dessus, lui arrive à des problématiques. Si un des acteurs échoue, c'est l'entièreté de la chaîne qui s'arrête. Donc si une des banques, en l'occurrence, a des problèmes, eh ben, vous ne recevez pas le paiement ou vous ne pouvez pas l'envoyer, en l'occurrence du paiement. Alors la blockchain, il faut savoir qu'elle n'est pas seulement utilisée en finance, on l'aperçoit énormément en finance, notamment avec les crypto-monnaies, parce que c'est quelque chose de nouveau qui vient d'arriver il y a une dizaine d'années. Mais il faut savoir que c'est utilisé dans beaucoup de domaines, notamment tout ce qui est des domaines d'intelligence artificielle, un peu plus numérique, des domaines un peu plus poussés, des grandes entreprises de la distribution, comme les grandes surfaces, utilisent pour leur gestion de stock des blockchains, par exemple. Voilà. Donc, du coup, de ce système-là, certains ont voulu sortir et ont créé donc la blockchain. Satoshi Nakamoto, le Bitcoin. On vous laissera un peu mieux vous renseigner. On en fera peut-être même une émission. Je pense que Tana est fan, d'ailleurs. J'ai vu qu'il avait un poster dans sa chaîne. Voilà. On va passer à l'étape suivante. Pour faire fonctionner ce réseau, qu'est-ce qu'on a besoin? Des données. On a besoin de données. On va faire circuler à l'intérieur des données, donc du courrier. Du courrier, en l'occurrence, d'une boîte aux lettres à une autre. Et ce courrier, en l'occurrence, pour nous, pour ce qui nous intéresse, ce sont les crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, pareil, vaste sujet. Oui, je l'ai vu. Les crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est? Donc il y a plusieurs formes de crypto-monnaies. Déjà, les crypto-monnaies, comment ça fonctionne? Donc ça fonctionne avec un réseau, une blockchain qui peut avoir deux modes de fonctionnement. On va appeler le proof of work et le proof of stake. Le proof of work, c'est une preuve de travail, c'est une preuve mécanique, mathématique de travail. C'est-à-dire qu'on va utiliser des réseaux, des nœuds dans ce réseau pour pouvoir faire fonctionner des calculateurs qui vont valider ou invalider la transaction. Alors quand on dit transaction, c'est pas forcément financière, ça peut être aussi une transaction de données. Transaction, c'est transiter. Donc on va faire fonctionner avec des machines qui vont valider, avec du matériel qui va travailler, qui va valider l'envoi et la réception des données à travers plusieurs nœuds. Et on a le proof of stake, qui est une méthode différente, où là, ce ne sont pas les machines qui vont calculer, ça va être une accumulation de jetons. On va accumuler des jetons, ces jetons vont servir à valider ou invalider les transactions. Donc ça va être forcément une petite partie numérique, mais qui est bien moindre que l'utilisation de matériel un peu plus poussé sur la proof of work. Donc de ce matériel, de cette proof of stake, on aura plusieurs utilités. Évidemment, les deux modèles sont différents, ont des utilisations différentes et permettent des envois différents. Sûrement aussi l'objet d'une future émission. Donc, pour ça, en fait, de ces réseaux, naissent les crypto-monnaies, en fait. Puisque du coup, ces données qu'on va envoyer, celles qui nous intéressent, nous, à l'heure actuelle, ce sont les crypto-monnaies. On va prendre le Bitcoin, par exemple. Le Bitcoin utilise, lui, une proof of work, une preuve de travail.
L'Ethereum, lui, va utiliser une proof of stake, une preuve de stacking. Voilà. De ces deux modèles naissent des jetons, ce qu'on va appeler des coins, différents. Ces coins ont une particularité. Le Bitcoin a ses propres particularités. Il est encodé d'une manière à fonctionner seulement dans les tuyaux du Bitcoin, dans les tuyaux de la blockchain du Bitcoin. L'Ethereum, par exemple, a les mêmes propriétés où il ne fonctionnera que dans sa propre blockchain. Après, il va y avoir ce qu'on va appeler des ponts qui vont pouvoir faire transférer des jetons d'une blockchain à une autre. Mais c'est une étape un peu plus poussée. C'est quelque chose qu'on verra aussi sûrement dans une autre émission. Donc du coup, on a créé ces jetons. Ces jetons vont nous permettre, dans un premier temps, la possession de ces jetons. Donc ça veut dire que par rapport à une banque, à un réseau centralisé, on va pouvoir garder nos jetons. C'est-à-dire qu'on va être propriétaire de nos jetons. Donc ce qui est différent d'une banque, c'est la banque ou un réseau ou une structure, qui est propriétaire de ces données-là. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il existe à peu près 18 700 crypto-monnaies. D'accord ? Donc c'est quand même énorme, hein. Il y a beaucoup de projets qui sont indexés sur des crypto-monnaies. Ces crypto-monnaies, elles ont toutes leurs spécificités, comme on l'a vu, et elles vont permettre, on a Sheridan, parfait. Donc si vous voulez passer sur le truc de Sheridan, pour ceux qui veulent, vous allez voir le fonctionnement d'un minage machine, d'une proof of work. Donc du coup, ces crypto-monnaies, donc comme on l'a vu, ont plusieurs utilités, notamment donc pour nous, ce qui nous intéresse beaucoup, souvent, hein, en tout cas pour les investisseurs, c'est la spéculation. Arriver à se faire de l'argent. Il faut savoir que beaucoup d'argent créé sur les blockchains et sur les crypto-monnaies reste dans l'univers des blockchains et des crypto-monnaies. Un seul faible pourcentage qui en sort. Et ça ne permet pas que ça. La crypto en elle-même ne permet pas que le fait de s'enrichir, de gagner de l'argent. Elle permet aussi, par différents modèles, d'engranger des capitaux, de faire monter des portefeuilles de capitaux qui vont permettre aux entreprises qui ont créé ces crypto-monnaies d'apporter des projets, des nouveaux projets, souvent dans le numérique, dans la finance décentralisée, ce qui va permettre à ces entreprises de nous apporter des évolutions pour le futur, notamment dans ce qui est l'Internet, les données, la gestion des données. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, on est dans un monde qui crée de plus en plus de données chaque jour. Ces données que vous avez, c'est vos données personnelles, hein, c'est les traces numériques que vous allez laisser sur l'Internet. Toutes ces données sont réutilisées et sont traitées et sont stockées. Voilà. Bon, elles ont une utilité. Pour nous, pour les crypto-monnaies, en fait, elles vont permettre à des projets qui vont développer le futur. On va parler de métaverse, de NFT. Tous ces univers du futur seront développés par ces entreprises. Elle veut se servir du nombre de jetons, de la valeur des jetons pour faire valoir un capital, pour faire valoir une valeur financière, un portefeuille financier, en disant on a suffisamment d'argent pour pouvoir supporter la création de ces projets et la mise en place de ces projets et le lancement de ces projets. Parce que ce qui nous intéresse surtout dans tous ces univers, c'est le lancement de ces projets, c'est d'avoir l'utilité de ces projets, de pouvoir les pratiquer dans le futur. Du coup, pour nous, ce qui va nous intéresser, et ces entreprises aussi, c'est de pouvoir conserver ces crypto-monnaies. Pour conserver ces crypto-monnaies, on va avoir plusieurs solutions. Les premières solutions qu'on aborde quand on est débutant, hein, c'est forcément les échangeurs. Les échangeurs, c'est quoi? Ce sont des entreprises qui vont vous permettre d'acheter et de vendre des crypto-monnaies et de les garder à votre place.
Donc, forcément, c'est des institutions centralisées, comme une banque, dans un univers décentralisé. Donc, ils vont jouer de ça, ils vont être capables de vous offrir des services, et ces services, vous signez des contrats, forcément, c'est des contrats, hein, on signe quand on rentre dans cet univers, dans ces entreprises, en créant des comptes. Et donc, ils vont garantir, en tout cas, essayer de garantir le fait que nos jetons sont protégés, que nos actifs sont protégés, et qu'ils ne servent qu'à ce qu'on leur a demandé à ce que ça serve. Donc, vous avez ce qu'on appelle, ça s'appelle les hot wallets, les wallets chauds. Ces wallets-là, en fait, ces réseaux-là, ils sont reliés à Internet. Parce que du coup, Internet est partout, hein. Vous en avez maintenant dans vos montres, dans vos oreillettes, dans vos téléphones, il y en a partout de l'Internet. Et donc ces échangeurs-là, pour pouvoir avoir un flux de données suffisant, sont principalement connectés à Internet. Presque souvent, tout le temps connectés à Internet. On va appeler les hot wallets. Et pour nous, la contrepartie de ça, enfin la deuxième partie de ça, pour pouvoir passer sur du décentralisé, c'est ce qui va nous intéresser, puisque du coup, on veut sortir d'un système centralisé où un acteur XY, quand il est faillible, casse la chaîne, casse le réseau. Nous, on veut pouvoir s'adapter à ça, et donc on va passer sur des cold wallets, des wallets froids, des wallets décentralisés. C'est-à-dire que ce sont des portefeuilles qui ont leur propre réseau. Ils ont leur propre blockchain. Donc vous allez stocker vos monnaies, vos jetons sur ces blockchains et ils en assurent la sécurité. Par contre, ils ne sont pas reliés à Internet. Et pour pouvoir y accéder, vous avez la possession de vos clés. Un échangeur ne vous donnera pas vos clés. Il vous donnera juste ce qu'il faut, en gros, pour accéder, donc votre adresse, tout simplement comme votre adresse postale. Là, vous avez l'entière possession sur un réseau décentralisé de votre adresse, votre terrain, votre maison, et c'est vous-même qui êtes garant de sa sécurité. Donc, vous allez devoir faire le travail à la place du réseau centralisé. Donc, c'est à votre charge. Par contre, ça vous permet d'être en totale possession de vos actifs. C'est-à-dire que vous êtes seul décideur de ce que vous allez en faire. Si vous voulez les garder, si vous voulez les envoyer sur un échangeur, si vous voulez les mettre en stacking, parce que le stacking permet de gagner des récompenses, si vous voulez les envoyer à un ami, à une connaissance, à de la famille, ou si vous voulez les garder pour le plus longtemps possible, afin de potentiellement 5, 10 ans, 20 ans, en retirer les bénéfices de la montée ou de la baisse, le bénéfice de la montée ou de la baisse des valeurs de ces crypto-monnaies. Voilà, donc pour cette partie-là, c'est pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, hein. Donc on va partir, voilà, oui, c'est très très bien. Un compte en banque, votre compte en banque. Vous avez donc sur vos échangeurs, par exemple, si vous faites de la crypto-monnaie sur vos échangeurs, donc vous avez créé un compte en banque. Parce que du coup, on parle de produits financiers. Les produits financiers, à l'heure actuelle, ils sont principalement tradés. On va faire du trading dessus, de la spéculation, par les grandes entreprises, les banques, les bourses, tout cet univers-là qui pour nous semble à des années-lumière, hein, de ce qu'on est et de ce qu'on peut faire. Un banquier, à l'heure actuelle, demain, aujourd'hui en tout cas, il a les pleins pouvoirs sur votre compte en banque. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de tout. Si demain il décide de vous geler votre compte en banque, il gèle votre compte en banque. S'il décide de ne pas transférer de l'argent que vous avez demandé de transférer à un XY boîte postale, il peut très bien bloquer le virement. Il peut appliquer les taux qu'il veut sur votre compte en banque, des frais qu'il veut, qu'il aura décidé. Alors, forcément, c'est régi par des institutions
institutions de contrôle, mais on sait très bien qu'à l'heure actuelle, ces institutions de contrôle sont de mainmise avec les banques, puisque du coup, c'est un système centralisé. Dans la centralisation, on va chercher à centraliser les pouvoirs de contrôle, les pouvoirs de possession et les pouvoirs de décision. À l'heure actuelle, dans les crypto-monnaies, la possibilité qu'on a, c'est de pouvoir de récupérer ce pouvoir de décision. C'est-à-dire que demain, vous pouvez, enfin même aujourd'hui, si vous remplissez les conditions qu'il faut, vous pouvez, en étant possesseur de certaines crypto-monnaies, valider ou invalider, voter pour oui ou non pour certains projets. Des projets pour faire évoluer l'univers des crypto-monnaies, en tout cas l'univers de la crypto-monnaie que vous possédez. C'est-à-dire que vous récupérez complètement les pouvoirs, en tout cas le droit de vote, le pouvoir sur vos actifs, sur votre argent. Ça permet de... Hop. Ce qui permet en fait de se sortir de la finance traditionnelle. Voilà, merci Sheridan, je cherchais le terme, un vote de gouvernance. Vous avez ce qu'on appelle tout à fait un vote de gouvernance. Ce vote de gouvernance, en fait, techniquement, c'est la part de votre banquier. En fait, vous faites un peu le travail de votre banquier, sauf que du coup, c'est vous qui décidez si demain, vous voulez que tel projet soit voté pour ou contre. Vous avez la possession de vos jetons et vous allez pouvoir donner votre voix, votre vote, et il sera pris en compte. Il sera comptabilisé, il sera étudié, et derrière, le vote que vous avez fait va souvent, 90% des cas, voire presque 100%, aboutir à ce que vous avez voté. Donc, ce que vous faites sert, vous reprenez les pleins pouvoirs sur cet environnement. Vous êtes décideur et non plus Donc voilà, c'est vous vous allez être décideur et non plus suiveur. Vous n'allez pas subir le vote de votre banque qui aura décidé parce que du coup un krach financier est en train de se produire et qu'on va vous dire écoutez, votre compte épargne que vous avez mis longtemps à mettre de côté, on va vous le sucrer parce qu'on a besoin de cet argent pour pouvoir faire plus d'argent encore sur votre dos. Non, votre compte épargne, il vous appartient. Ce n'est plus un compte épargne d'ailleurs, mais ce compte crypto-monnaie, il vous appartient. Vous êtes décideur de tout dessus. Alors forcément, ça va demander un certain apprentissage, puisque du coup, nous sommes habitués à aller voir notre banquier pour x, y raison. Nous sommes habitués à avoir ce système-là. Donc, c'est de passer sur de la crypto-monnaie et sur du décentralisé va forcément demander un exercice d'apprentissage, d'arriver à comprendre déjà dans un premier temps le fonctionnement de tout ça et appréhender ce fonctionnement et l'appliquer. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est super instructif. En tout cas pour ma part, j'ai appris énormément de choses. Et donc ce qui permet à l'heure actuelle de justement, quand je vais voir mon banquier, il propose certains produits, pouvoir lui dire non, votre truc ne m'intéresse pas puisque du coup, je connais, je sais comment ça fonctionne et je pense pas que ce soit quelque chose d'avenir. À l'heure actuelle, on sait que le système financier comme il est fait, même si il y a encore une activité, les gens n'en ont plus confiance. Énormément de gens, un énorme pourcentage des gens n'ont plus confiance dans le système bancaire actuel, dans le système boursier, dans le système de trading actuel. Et c'est quelque chose qui est super important puisque dans les crypto-monnaies sont basées sur une énorme confiance, puisque du coup on va faire confiance dans les nœuds validateurs, dans le service de tuyauterie qui va envoyer sur un instant T les données qu'on lui aura demandé d'envoyer. Une autre chose qui est super importante aussi, le fait que la banque ait plein pouvoir sur toutes les données que vous allez envoyer, en l'occurrence un paiement, ils vont appliquer des délais. Des délais qui peuvent aller jusqu'à 72 heures, voire une semaine, en fonction de l'endroit où vous voulez envoyer, etc. Là,
vous êtes soumis à la seule temporalité de la blockchain. Donc juste le temps que votre envoi de données passe dans les tuyaux pour arriver à la boîte aux lettres que vous avez décidé à la fin. Donc derrière, vous vous sortez de ce contrôle des banques pour ainsi retrouver vous-même les pleins pouvoirs là-dessus. Du coup, je pense qu'on va passer... Merci. On va passer sur Tana, qui va vous expliquer un peu, en fait, pour les crypto-monnaies en l'occurrence, donc c'est ce qui va nous intéresser principalement ce soir, là on va mettre les banques de côté, et pour étudier les crypto-monnaies, en tout cas appréhender et apprécier ces crypto-monnaies, on va se servir d'outils. Ces outils, ils ont une forme particulière, généralement sous forme de site internet, tout simplement. Et donc, je vais passer la main à Tana, s'il veut bien, pour vous parler de la suite de comment on visualise le cours d'une crypto-monnaie. Alors, peut-être avant d'attaquer les outils graphiques et puis les outils d'analyse, parce que c'est quand même. Alors, on a vulgarisé hein, pour les gens qui ont déjà l'habitude, rassurez-vous, on commence à la base. Pensez qu'il y a tout le monde, il y a tous les niveaux, et donc on parle de choses fondamentales. Après, dans d'autres émissions, on parlera peut-être un petit peu, on ira peut-être un peu plus en profondeur sur les indicateurs, etc., etc. Mais pour l'instant, on reste à la base. On parlait tout à l'heure de preuve de travail, et Sheridan nous a montré de la proof of work. Et ben moi, j'en profite pour vous montrer de la proof of stake, parce que ça existe aussi, la proof of stake. Voilà, c'est ça, c'est bêtement un serveur qui tourne. On a mis un collatéral dessus. Là, c'est des BDX en l'occurrence, et il génère automatiquement, un peu comme de la preuve du minage classique, il génère de la monnaie, quoi, hein, en l'occurrence à chaque validation. On voit d'ailleurs les traitements qui sont effectués ici. À chaque fois, il fait une validation. Alors, par contre, contrairement à la preuve, le proof of stake, la notion de gouvernance, on est vraiment un nœud, on est un masternode, c'est ce qu'on appelle un masternode là, cette fois-ci. Et ce masternode, lui, il est juste géré de valider. C'est lui qui gère, il n'y a pas de mineur. C'est chacun son tour, chaque masternode à son tour pour pouvoir donner l'information. Et comme on a un masternode, eh bien, on est rémunéré en l'occurrence. Un masternode, c'est très simple. C'est pas de fonctionnement intense d'ordinateur, c'est pas de production de chaleur ou quoi que ce soit. C'est juste un ordinateur qui tourne et puis qui peut valider à un moment donné. C'est tout. Toutes les 3 heures, là en l'occurrence, si je regarde bien, moi je valide à peu près toutes 3 heures, 6 heures, toutes les 3 heures à peu près. Donc c'est pas énorme, mais ça représente quand même un collatéral qui est intéressant, puisque 500 BDX, on est à peu près à 50 balles, ça fait à peu près une centaine de balles par mois pour un investissement de 800 balles. Mais c'est moins peut-être moins intéressant que la proof de travail, mais ça demande beaucoup moins d'enjeux financiers en tout cas. Et c'est vers ça qu'on tend à l'avenir. Bon, ça c'était une petite aparté. Moi, je vais m'intéresser aux outils d'analyse graphique, aux outils d'analyse en général. Déjà, on va peut-être parler, hop, voilà, les différents outils qui existent sur le marché. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de programmes, MetaTrader 4, MetaTrader 5, qui sont des anciens programmes boursiers, qui sont orientés maintenant à la crypto, comme tous les programmes hein, d'ailleurs, hein, maintenant font de la crypto. Ce n'est qu'une partie, en fin de compte, de chaque programme, la crypto. Xstation 5, TradingView, CTrader et bien d'autres encore. À travers les exchanges, on en trouve aussi. Donc, il y en a vraiment pléthore. Malgré tout, il y en a un qui ressort un petit peu du marché, puisque c'est TradingView. Pourquoi TradingView? Parce que bon, il a été à l'origine. Bon, on va passer sur la diapo suivante. Il était hop, voilà. Voilà, le logiciel TradingView hop, est à l'origine quelque chose qui a été inventé aux États-Unis en 2000. Attendez, je vais avancer encore un petit peu. Ah merde. Tac, voilà. Voilà.
Il a été lancé aux États-Unis dans l'Ohio en 2011 et est devenu très 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 populaire en 2017 grâce à la crypto. Donc on va se concentrer un petit peu sur ce logiciel, mais sachez que tous les autres logiciels sont aussi intéressants, leur avantage au niveau de la crypto, etc. Ils fonctionnent tous un petit peu de la même façon, hein. Il n'y aura pas de grande différence. Là, je vous mettrai les références, toutes les références que je vais citer en l'occurrence dans ma présentation, je les mettrai dans le chat que vous puissiez les regarder parce qu'il y a des vidéos qui sont très intéressantes et puis tout le reste ça vous donne un petit peu d'informations sur, sur le côté d'utilisation et puis d'analyse du trading. Alors, qu'est-ce que le logiciel TradingView? Donc sa création aux États-Unis, c'est une plateforme d'analyse technique et d'actifs financiers. Donc à l'intérieur de TradingView, il y a énormément de choses. Réseau social, portfolio d'idées, paires crypto-monnaie et marché boursier. Indicateurs techniques et scripts de création. On peut créer ses propres scripts dans TradingView, c'est vraiment très très intéressant. Alerte sur le marché, indicateurs, stratégie préconçue, trading en direct et tellement encore d'autres choses. Alors le mieux, c'est qu'on le voit. Hop, 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 voilà. Voilà, TradingView, on y est. C'est un logiciel gratuit à la base. Vous avez la version gratuite qui vous permet déjà de faire énormément de choses. Après, il y a des versions payantes qui vous autorisent plus d'indicateurs, plus de ceci, plus de cela. Mais en attendant, la version gratuite se suffit à elle-même. Beaucoup d'ailleurs n'utilisent que la version gratuite. TradingView, c'est vraiment, comme on disait, un réseau social où on va pouvoir voir le marché, mais pas seulement le marché de la crypto, les indices, la bourse, etc., etc. Tout y est regroupé en un seul endroit. On va continuer un petit peu sur l'analyse du graphe, puisque TradingView, c'est un logiciel complet, mais à l'intérieur, on va pouvoir analyser le graphique de telle ou telle monnaie. En fonction de son exchange, on va choisir ce qu'on appelle une paire. Une paire de monnaies, c'est-à-dire, par exemple, là j'ai choisi le SOL et l'USDT. Ça veut dire que j'achète du SOL contre de l'USDT. Si je vends du Solana, le SOL c'est le Solana, eh ben, je le vendrai contre de l'USDT et inversement. J'achète du Solana pour de l'USDT et je vends contre de l'USDT. Alors on choisit souvent l'exchange sur lequel on est puisque vous êtes obligé de choisir pour faire de la crypto, pour manipuler la crypto, vous êtes obligé de choisir un exchange, donc un prestataire comme Binance, FTX, Coinbase, enfin il y en a tellement, Kraken, etc., etc. Il y en a tellement, Crypto.com, il y en a tellement que on aura du mal à tous les citer. Pour pouvoir vous inscrire sur ce site et puis commencer à acheter de la crypto et échanger de la crypto contre des monnaies. Alors, on va voir par exemple un graphique du Solana. Tac, voilà. Ça ressemble à ça. Graphique de base, basique, on voit une ligne. C'est les courbes, en fin de compte, c'est le prix du Solana au cours du temps. Là, on a le temps. Par exemple, ici, on était en septembre 2021. Le Solana valait 190 dollars. USDT, c'est déjà, pour ceux qui ont l'habitude, c'est déjà quand même un coin. C'est du dollar, c'est du Tether dollar. C'est ce qu'on appelle un stable coin, un coin qui est stable, qui vaut à l'équivalence comme le dollar, quoi. Donc, à cette époque-là, voilà, on peut voir ici, on a un point haut que ça valait 190. Ici, au plus haut, ça valait 258 USDT, équivalent de dollar. Donc, on peut même dire dollar. Ça ne pose aucun problème. Donc, voilà, le graphique va nous permettre d'analyser la tendance du marché et ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, on en est là. En ce moment, actuellement, on en est là. Alors, il y a plusieurs types de graphiques. Là, je vous ai montré le linéaire. Je vais vous montrer les autres pendant que je suis là. Tiens, je vais vous montrer les autres. Il y a d'autres types de graphiques. On a les graphiques à barres, par exemple. Ça aussi, ça s'analyse, ça s'apprend, c'est comme tout. On a les graphiques par région, c'est-à-dire que c'est la même que le linéaire, sauf qu'on aura une région. Ou on a les graphiques à bougie, qui sont
les plus utilisés, et ceux très certainement que vous avez déjà vus de partout et que vous utiliserez très très certainement. Bonsoir November. Et alors, on va continuer sur la présentation. Alors, je vais vous parler, là, je vous parle des types de graphiques. On va rentrer dans le détail. Après, je vous parlais des différentes choses sur les graphiques, les creux, les sommets, les ATH, les bougies, que je vous ai montré à l'instant, qu'on appelle aussi chandelier japonais, les tendances et canaux, et le retracement Fibonacci que Max va reprendre la main. Je ne sais pas qui c'est qui a marqué ça, dis donc. Oh putain. Que Max reprendra la main à ce moment-là, parce que c'est un aficionados des retracements Fibonacci. Alors, là, on va déjà parler du creux, des sommets, des ATH. Bon, je pense que c'est assez visuel sur un graphique classique. On va reprendre la droite, voilà. Les creux, vous avez compris très aisément, c'est quand la courbe fait un creux, ici. Là, on a un creux, c'est-à-dire qu'on a une valeur basse. Quand la courbe fait un sommet, là, on a une valeur haute. Et quand on parlera d'ATH dans une courbe, c'est en fin de compte quand on sera au plus haut sommet jamais atteint par le graphique. Ici, en l'occurrence, on a affaire à un ATH. Tout bêtement. Alors, vous allez me dire, il est bien gentil, qu'est-ce que ça veut dire ATH? Eh bien, c'est All Time High. C'est de l'anglais, vous en verrez beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas affûtés avec l'anglais, ben, c'est le moment de s'y mettre. Mais vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup de termes en anglais dans la crypto-monnaie et la blockchain. Hop, on va passer maintenant aux bougies japonaises parce que elles ont, au-delà du simple trait qu'elles peuvent provoquer sur l'image, au-delà de ce qu'on voit un petit peu à travers tous les CoinGecko, CoinMarketCap, les courbes classiques, elles sont intéressantes, hein, elles ont leurs avantages. Mais oui, fiant gratuit. Mais la bougie ou le chandelier japonais a, lui, un petit peu plus d'intérêt. Alors, déjà, je vais cliquer. Déjà, la première chose qu'on voit, c'est la couleur. On a une verte, une rouge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que c'est des choses qui peuvent paraître basiques, mais chaque question, elle est importante. N'ayez pas peur de poser la question. Il n'y a pas de honte. On a le droit de ne pas savoir. Et même, n'ayez pas peur même de dire une bêtise. Au contraire, on vous répondra et on sera là pour répondre à toutes vos interrogations. Donc la couleur verte, rouge. Vert, en général, c'est quand ça monte. C'est plutôt bon signe pour un marché montant. Rouge, c'est comme en ce moment, c'est quand ça descend. C'est plutôt mauvais signe. Ça dépend. Il y en a qui l'utilisent aussi. Donc ça peut être intéressant. Alors, il y a le corps de la bougie. On y reviendra. Et il y a aussi les mèches de la bougie. Et les mèches ont aussi leur importance. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard, parce que il faut vraiment une explication de fond sur la bougie. Mais déjà, comprenez qu'une bougie, c'est composé d'un corps, c'est vert ou c'est rouge, et il y a une mèche. Hop. On va continuer dans le graphique. Alors, pour expliquer justement le corps, la mèche, etc., sur la bougie, on va avoir besoin, je vais passer en bougie d'ailleurs là, je vais même aller là, je vais passer en bougie et je vais passer en unité de temps, surtout. Comme vous pouvez le voir dans le logiciel, on va faire un petit. La vocation ce soir, c'est pas de vous expliquer comment fonctionne le logiciel. Ça prendrait trop de temps et c'est pas ce qu'on a envie de faire ce soir. Ce soir, on a vraiment envie de vous montrer, de désacraliser un petit peu le truc et de vous montrer que il faut aller un petit peu plus loin, il faut utiliser des pour bien comprendre comment le marché se passe et bien analyser le marché. On pourra y revenir, on y reviendra très certainement, on l'a prévu avec Max, de refaire des approfondis sur tel ou tel outil ou aller plus profond sur tel endroit. En tout cas, ce soir, on va juste faire un petit tour d'horizon et on va voir que l'outil nous permet d'avoir plein de petits outils qui vont nous permettre de dessiner sur le graphe, de mettre des flèches. Là, par exemple, j'ai mis une flèche. De mettre en dessous, j'en ai mis de mettre un trait, par exemple, sur le graphe, etc., etc. On va avoir la possibilité de choisir les paires ici qu'on l'on veut.
Bon, là, j'ai pris du Solana, mais j'aurais très bien pu prendre du BTC. Je vais avoir toutes les paires BTC que je veux en fonction des exchanges qui sont là. Alors, je vais prendre crypto, ça sera plus facile, voilà. Et je vais prendre, voilà, en fonction de toutes les paires qui sont là et en fonction des exchanges même. Prenez des exchanges, pensez toujours à sélectionner un exchange, votre exchange sur lequel vous êtes, comme ça vous serez en phase avec votre paire, ou l'exchange qui a le plus de mouvements, comme ça vous donnera une bonne idée du marché. En général, les exchanges qui ont beaucoup de mouvements, les exchanges au top, c'est Binance, FTX, Coinbase et tout ça. Vous regardez CoinMarketCap et vous allez voir, avec CoinMarketCap, on peut très aisément voir les marchés qui sont très mouvants sur telle ou telle paire. Bon, c'est pas le but de ce soir, on en reparlera peut-être un peu à une autre session. Alors, j'ai noté, par exemple ici, voilà, une bougie. Cette bougie rouge. Alors, je voulais vous montrer ce que c'est qu'une unité de temps. Là, par exemple, au-dessus, j'ai les unités de temps, celles que j'ai en favori, mais toutes les unités de temps, elles sont là. Qu'est-ce que ça veut dire, une unité de temps dans une courbe, surtout avec une bougie? Alors, regardez bien cette bougie rouge ici, celle-ci qui est pointée par la flèche. Là, je suis en jour, mais je peux passer en 4 heures, je peux passer en 3 heures, je peux passer en 2 heures, je peux même passer en secondes si je veux. Et je ne le ferai pas. Je vais déjà passer en 4 heures. Voyons ce que ça donne sur la courbe en 4 heures. Off, voilà. Alors, en 4 heures, ça donne ça. C'est toujours la même courbe, hein, toujours la même courbe. Par contre, vous voyez qu'elle est un peu plus brillante. On voit déjà un peu plus de choses, de bruit dans la courbe. Et là, on voit quelque chose de très, 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 très intéressant. Tac, hop, voilà, je vais l'agrandir. Ce que j'ai entouré en rouge, si je reviens, on ne le voit pas, si je reviens en daily, tac, c'est ma bougie. Là, on le voit apparaître avec les points bleus. Et si je viens en 4 heures, automatiquement, vous voyez apparaître la bougie daily. Mais la bougie daily, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que on a une bougie qui s'est créée. En réalité, si on est en time frame en UT 4 heures, on devrait avoir, pour avoir 24 heures, 6 bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà ce qui s'est passé au time frame 24 heures. Maintenant, si je descends, si je passe au time frame 1 heure, hop, regardez, j'ai de plus en... Et je vois même du vert. Je vois même du vert, alors que techniquement, ça descend. Pourquoi j'ai du vert? Mais c'est parce que c'est en fin de compte, dans les time frames supérieurs, on ne voyait pas qu'il y a eu des hausses, des petites descentes, parce qu'on ne tient pas compte. En fin de compte, chaque bougie correspond à lutter au temps où on est. Une bougie, là, correspond à 1 heure. Pendant 1 heure, j'ai fait ça. Si je veux savoir ce qui s'est passé dans cette bougie-là ou dans la première, pendant l'heure, bah, je descends en 30 minutes. Voilà, 30 minutes. Et bien, 30 minutes, j'aurai 2 bougies qui me diront, voilà, il s'est passé ça, c'est bien descendu pendant 30 minutes, etc. Plus je descends, plus je vais avoir de bougies. Hop, voilà, regardez. Plus j'en ai. Mais, in fine, on aura bien eu la même chose. Je descends 5 minutes, et ben j'aurai encore plus de bougies. Mon carré sera encore grossi. Regardez toutes les bougies qu'on a. Elles sont faciles, hein, 5 minutes. Si j'ai fait une bougie daily, ben voilà, on divise par autant de minutes dans une journée, par 5, et on aura le nombre de bougies qui s'est déplacé, qui sont positionnées. Plus je descends dans le temps, en 1 minute, ça sera encore pire. Voilà. On aura encore beaucoup plus de bougies. Et vous voyez le bruit, ce qu'on appelle le bruit dans une courbe, c'est ça. C'est tout ça, tout ce qui s'est passé là, c'est tradable, bien sûr, s'est passé à un certain temps, et in fine, dans la journée, on a vu que ça, que ça. C'est ça tout le charme de l'analyse graphique, c'est qu'on voit qu'une chose, mais en fin de compte, l'unité de temps est très, 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 très importante. L'UT supérieur va nous apporter quelque chose d'indispensable, de connaître les grandes tendances, et les UT inférieures vont aller un petit peu plus dans le détail. Attention, plus vous allez dans l'inférieur, plus il va y avoir vraiment du mouvement, plus ça sera rapide, plus ça demandera vraiment une concentration extrême. Plus vous resterez dans des UT supérieures, plus vous avez le temps. Puisque pour faire une bougie, combien de temps faut-il? Là, je pose une question, je veux qu'on me réponde. Ceux qui savent, ils se taisent. Je veux pas Max, je veux pas November, je veux pas les autres. Là,
Pour faire une bougie de plus, là, à côté, il me faudra combien de temps? Non, tu peux pas, Sheridan. Non, tu peux pas. Yo, il a compris. Ouais. Ah, ça claque des fesses, hein. Ouais, vous avez peur de Max, c'est pour ça. Eh ben, une journée. Et là, en 4 heures, il me faudra 4 heures pour refaire une bougie. Et en time frame 1 heure, il me faudra 1 heure pour refaire une bougie, etc., etc., etc. Donc, si vous vous mettez en 5 minutes, bah, il faudra 5 minutes pour faire une nouvelle bougie. D'ailleurs, même en 1 minute, on va déjà voir que ça bouge. Voilà. Voilà. Là, on voit qu'il y a du mouvement sur la bougie, du mouvement sur le corps qui est en train de se passer sur cette bougie-là. Là, on est en 1 minute aussi, hein. Allez, on repasse sur le diapo. Vous avez compris le time frame. Alors, le time frame, l'UT, l'unité de temps, va nous expliquer unité weekly. Non, pas en weekly. W, c'est pas. Oui, oui, daily. Alors, on va repasser dessus. C'est en anglais, hein, bien souvent c'est mis en anglais. Day, c'est pour le jour, ça veut dire daily. Et weekly, ça veut dire la semaine. On peut avoir aussi un graphique où on fait une bougie par semaine. Alors là, elle sera noyée dans ma masse, dans la masse, ma bougie. Voilà. Et au-delà, on peut aller même au-delà. On peut aller en mois. Voilà, on a un graphique. Alors là, c'est sûr que c'est un peu moins sympa sur Solana. On peut aller au-delà. On peut aller par plage. On peut aller vraiment au-delà. Bon, le but, c'est quand même de regarder en daily. En weekly, c'est intéressant pour avoir la tendance à la semaine. Mais daily, c'est quand même le plus utilisé, le plus important pour visualiser la tendance. Hop, hop. Allez, on continue. Alors, ouverture, fermeture, je dirais même ouverture, clôture d'une bougie. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Alors déjà, je vais vous mettre un truc. L'ouverture sur une bougie verte, c'est là. La fermeture sur une bougie verte, la clôture, c'est là. En réalité, notre bougie, qu'elle a fait, c'est passé, c'est que pendant toute la session, on a été jusque là et jusque là. Mais à l'ouverture, on était là. Alors, vous allez me dire, non, sur une bougie verte, l'ouverture, elle est bien là. Non, t'as raison, oui, c'est le contraire. C'est le contraire, oui. Je me suis planté, oui, j'ai dû inverser les trucs. C'est ici l'ouverture, oui, 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 t'as raison, je l'efface. Hop, t'as raison, t'as raison. L'ouverture est ici, puisque ça monte, et la fermeture est ici. Puisqu'on est en état de montée. C'est une bougie verte, on est en état montante. Donc si ça monte, on ne ferme pas ici, on ouvre bien ici, et on ferme ici. Voilà, ici, puisqu'on monte. Sur la bougie rouge, c'est l'inverse. On va ouvrir ici, et comme on descend, eh ben on va fermer ici. Mais sur toute la durée de la bougie, on aura bien été jusque-là et jusque-là. C'est juste l'unité de temps qui va indiquer que on ouvre ici, au début de l'unité de temps, et on donne ce domaine d'excursion pendant toute l'unité de temps, et à la fermeture de l'unité de temps, eh ben on sera là, ici à cet endroit-là. Donc voilà, le corps de la bougie va indiquer le gros mouvement, le mouvement entre l'ouverture et la fermeture. Mais le prix a bien décalé de là à là. Des fois, on a même des bougies qui font ça. Hop, on voit une grande mèche ou des choses comme ça. Donc on a bien eu une descente jusque-là, et on est remonté. Il y a une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. En fin de compte, ça indique, parce que là, elles sont jolies, mes bougies, elles sont très très jolies parce qu'elles sont équivalentes, mais elles peuvent être très bien comme ça. Par exemple, pour une bougie rouge avec une grande mèche, il y a une grande bataille qui a ramené à la fermeture si c'est une rouge, si c'est une verte, pardon, ici, ou l'inverse pour une rouge. Donc, la mèche, vous l'aurez compris, est très 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 importante dans une analyse graphique, puisque la mèche va vraiment indiquer le domaine d'excursion des prix, le mouvement des prix pendant l'unité de temps. Hop, faudra que je le corrige, effectivement.
Je l'ai mis à l'envers. Alors, on va regarder quand même le graphique. Vous voyez, on va regarder un petit peu des bougies de ci, de là. Vous voyez, regardez, c'est ce que je vous disais un petit peu sur la bougie ici. Regardez, là, on en a une quand même qui est très parlante. Vous voyez, regardez encore celle-ci là, qui a des grandes mèches. Regardez celle-ci qui a un grand corps, une petite mèche comme ça. Vous voyez qu'on voit un petit peu de tout, hein. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment tenir compte de la mèche aussi. La mèche est aussi importante que le corps parce qu'elle indique que pendant cette UT, puisqu'on est en daily, donc pendant la journée, la valeur est descendue quand même jusque-là. Elle a clôturé ici à la fin de journée, c'est-à-dire qu'à minuit, on était bien ici. Et avant, on était bien ici au début de la journée, mais tout ça est très, 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 très important. Alors, on va, grâce à ça, bien sûr, pouvoir dessiner des choses. Non. Tac. Je repars. Excusez-moi, je repars en avant. Voilà. On va pouvoir dessiner des choses. On va pouvoir, grâce au graphique, pouvoir. La ligne va augmenter, va diminuer. Tac, elle va frapper, elle va rebondir. Elle va augmenter, elle va diminuer, elle va augmenter, elle va évoluer, elle va refrapper, elle va refrapper. Il y a des points où la courbe va changer de sens. Il y a des points où la courbe va changer de sens et ne va pas réussir, le prix ne va pas réussir à passer plus bas, le prix ne va pas gagner. C'est-à-dire que cette zone-là, c'est une bonne zone d'achat, donc on va acheter et on va remonter. Ça vendait, et on va frapper sur une zone de résistance, et on se dit, cette zone-là, c'est une bonne zone de vente, donc on va la conserver, donc on va vendre. Et comme on est revenu sur la bonne zone d'achat ici, et là, c'est les zones de vente, ici, et automatiquement, on va remonter, le prix va remonter. C'est ce qu'on va appeler, en général, cette zone d'achat ici, qui est dessinée par ici, le support. Ça va être le support, parce que le prix ne revient pas en dessous. C'est un bon prix. Donc c'est une bonne zone d'achat, donc je le garde et je repars. Et ça se voit quand ça frappe plusieurs fois. Et le prix va rebondir sur ce qu'on va appeler une résistance, puisque on voit très clairement que cette zone, le prix ne décide pas de franchir cette zone, puisque c'est un bon prix de vente. Désolé d'être en retard. Ah, pas de souci. Et redescend tranquillement sur la zone de support et rebondit, puisque le prix a retourné sa zone, et rebondit et repart. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que se provoque, soit vers le bas ou soit vers le haut, ce qu'on va appeler ici le breakout, c'est-à-dire que enfin la résistance va être cassée, et cette résistance va être cassée, va automatiquement devenir un support, bêtement. Et donc va supporter maintenant le prix, et le prix va rebondir. Ici, on va avoir ce qu'on appelle un petit pullback, c'est un petit retour en arrière pour retester le support s'il est fiable. On voit très clairement que le prix repart vers le haut, et ainsi de suite, et reteste de nouveau le support. On a de nouveau un retest de support qui est refusé, puisque le prix est bon. Et donc on achète à ce prix-là, et on remonte, etc. Et on refrappe le support, on revient encore retester le support. Alors ça, c'est purement virtuel, hein. Des fois, ça teste qu'une fois, des fois, ça peut tester beaucoup plus, etc., etc. Mais on se rend compte qu'on a une zone qu'on vient retester régulièrement vers le bas, vers l'achat, et qui fonctionne, où ça rebondit le prix. Et là, on a une zone qui va résister, où le prix, où la vente, où les vendeurs vont gagner et vont se dire, non, non, je vends, c'est maintenant. Le prix est bon, donc on vend, etc., etc. Jusque au breakout. Et là, on retrace une voie. Alors attention, là, je vous ai montré que des breakouts vers le haut, mais on pourrait très bien avoir un breakout aussi vers le bas et revenir sur le support du dessous. C'est-à-dire que les résistances d'un jour sont les supports de demain, etc., etc. Hop. Alors, on peut le voir aussi à travers le graphe, hein. C'est très aisé de dessiner
un support ou une résistance. Est-ce que quelqu'un peut mettre Tonin en muet, s'il vous plaît? J'ai pas le pouvoir. Par exemple, ici, vous voyez que là, on est venu tester, oui, plusieurs fois le prix ici. Là, on le voit avec les mèches. On le voit ici aussi. Donc là, on peut se dire qu'on a un support qui s'est dessiné. Alors, on va le dessiner. Tac. Alors, un support, c'est pas une droite, hein, c'est une zone. Voilà. Et on remarque, regardez, en dessinant le support, jusque là-bas, ce support là où j'ai vu, hop, on revient tester une fois, on revient tester, on rebondit, on revient encore tester, on rebondit, etc. Et plus tard dans le temps, c'est-à-dire que là on est au mois de janvier, alors qu'ici on était au mois de septembre 2021, et là on revient retester le support et on revient dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Un break vers le bas et on repart. Par contre, là on voit bien qu'on vient retester encore de nouveau le support, qui devient non plus un support mais une résistance pour ici, etc., etc. Et regardez, même si on le tire encore un peu plus loin, on voit bien que notre support résistance, parce que un jour il est support, un jour il est résistance, regardez, il va jusque là. Et là, on peut très bien aussi dessiner encore une résistance, un support ici, par exemple. Voilà. Hop, pardon. Voilà. Alors, je ne dessine pas qu'une droite, je dessine bien un ensemble, parce qu'un support ou une résistance, c'est une zone. Par la suite, vous verrez beaucoup qu'on simplifie par se dire ici, on va se mettre à la médiane, ça c'est un support, et ici, ça, ici, on a bien une résistance ou un support, on change la couleur, etc. Ici, là-haut, ici, on a bien quelque chose qui se passe, c'est pas passé au-dessus, etc., etc. Alors, la ligne symbolise l'endroit de non-passage, mais en réalité, comprenez bien que cette ligne, c'est une zone, ce n'est pas une ligne. On est bien toute une zone qui est prise en compte. On fait une ligne parce que ça va plus vite que dessiner un rectangle. Mais en réalité, on est vraiment dans une zone. On n'est pas que sur une ligne. Alors pour tracer la ligne, souvent, on le fait en incorporant aussi les mèches. Comme ça, voilà, on a une ligne de base. En réalité, la ligne de base, hop, c'est plus le bas ou le haut de la zone. C'est à vous de voir. Soit vous vous mettez au milieu, vous passez à travers les mèches, soit vous mettez au centre. En fin de compte, ça a peu d'importance puisque vous avez bien compris que c'est qu'une zone. Vous adaptez ce support. Et à chaque fois, le prix va faire quelque chose à cet endroit-là. Ça va vous permettre de programmer du trading. Mais j'en ai fait que là, mais je peux en faire encore ici, je peux en faire ici, je peux en faire hop, tiens, hop, je peux en faire partout. Et si je descends sur les unités inférieures, tac, je vais retrouver mes supports qui vont être bien, mes supports ou mes résistances à un moment ou à un autre, hein, qui vont être bien au bon endroit. Mais je pourrais peut-être en avoir d'autres encore. Là, regardez, j'en vois d'autres. Hein. J'en vois ici. Hop, regardez, on en voit ici. Support ici, résistance ici, etc., etc. La résistance d'un jour est devenue le support du lendemain et le support est devenu résistance, etc., etc. Donc ça, c'est la base du trading. C'est ce qui va vous permettre de dire que le marché va suivre ce que vous avez. Parce que le marché, on n'est pas devin, hein, c'est pas non plus mécanique. Hein, c'est juste que le marché a une mémoire. Il se souvient de ce qu'il a fait. Il se souvient. Et en plus, au-delà de, il se souvient. On a un gros inconvénient, nous, êtres humains, on est des moutons. Eh oui, ouais, on fait comme tout le monde fait comme tout le monde. Sauf en ce moment, comme un marché qu'on avait en ce moment, c'est dirigé par d'autres personnes qui ont plus de moyens que nous, mais en général, on fait tous pareil. Donc c'est pour ça que le marché, il est pas, on sait un peu ce qu'il va faire parce qu'on est des hommes. Si on avait des extraterrestres, effectivement, on se dirait, le marché, il va pas réagir comme ça. On sait pas. Ça va être le hasard. On va jouer au poker. Mais comme on est tous des humains et à réfléchir avec un cerveau à la con, eh non. Ouais, pour certains, euh, on va réagir tous un petit peu de la même façon, on va voir les choses au même endroit. Les supports, vous ne les verrez pas différemment que moi. Donc, vous allez gérer votre trading en fonction de ces supports-là. Comme tout le monde, ni plus ni moins. C'est pour ça que ça marche. Sinon, ça ne marcherait pas. Hop.
je reviens là-dessus. Donc, vous avez bien compris les supports et les résistances. Maintenant, au travers des supports et des résistances, on va pouvoir gérer des tendances aussi. Par exemple, vous l'aurez compris, quand ça monte, on voit très clairement ici qu'on a une... pardon, hop, je reviens en arrière. Une tendance, ici qu'on a une tendance haussière. Ici, c'est une tendance qui reste un petit peu, c'est ce qu'on appelle la tendance latérale, ou sideways range, qui a tendance à rebondir entre deux droites. Il faut que les deux droites soient clairement parallèles, à rebondir entre deux droites, et qui crée ce qu'on appelle un range, mais qui n'est plus tendanciel, qui est neutre, et donc qui reste à plat. Il faut vraiment que ça soit horizontal et qu'on ait un frappe entre deux droites qui sont parallèles. Et puis là, on peut partir dans un range baissier, puis un range haussier, mais on aurait pu très bien avoir un range tendanciel ici, de la même façon. Là, le marché a décidé de faire ainsi, de frapper ici et de repartir. C'est comme ça, il y a une raison. Après, c'est à analyser. On a eu un range haussier jusque-là, et là, ça a commencé à se mettre tranquille et repartir dans un range latéral, dans une tendance latérale. Là, on va parler de tendance haussière, tendance baissière, etc., etc. Au-delà de la tendance, on va avoir ce qu'on appelle les canaux. On a une tendance et après, on peut avoir des canaux. Un canal haussier, un canal baissier ou des canaux horizontaux. Cette fois-ci, les canaux, on trace de droite et les sorties d'une tendance, on va avoir une frappe déjà sur la partie basse du canal, une frappe de la courbe sur la partie haute, et ça vient refrapper, ça vient, etc., etc. Ça peut dépasser aussi un peu, hein. La courbe, la droite, pensez que c'est toujours un trait, hein, c'est un peu comme les supports, etc. C'est un peu blanc. C'est ce qu'on appelle, quand ça va dépasser un petit peu les droites, c'est un excès. On va appeler ça un excès. Mais ça retracera, on restera quand même dans le canal, et on va suivre ce canal jusqu'au moment où on va faire ici un breakout du canal et on va descendre. On va avoir une tendance baissière et on va reprendre un canal baissier ici, puisque la courbe va frapper tranquillement ici, ici. Là, elle va rester au milieu, elle va frapper, jusqu'au moment où on fait un break ici et on repart en haussier ici. Par contre, on n'a rien vraiment qui se dessine puisqu'on ne peut pas tracer des courbes parallèles ici. Ça va être plutôt des triangles, mais ça, on le verra une autre fois. Ici, on aurait pu peut-être tracer un petit canal horizontal dans une UT inférieure. Il faudrait descendre. Là, je n'ai pas luté. Là, je ne vois pas lutter. Non, je ne la vois pas. Mais en tout cas, ici, on voit clairement un canal horizontal. Voilà, etc., etc. Donc, tendance, c'est vraiment la tendance du marché. On essaye de le regarder dans les grandes UT, daily, 4 heures, etc., pour avoir une tendance du marché général. De toute manière, pour avoir une tendance, on regarde toujours à l'UT inférieure de ce qu'on a envie de trader. Si vous avez envie de trader en 1 heure, vous regardez 2 UT supérieures pour voir vraiment la tendance, si elle se dessine clairement. UT, unité de temps, oui, je l'ai dit, je l'ai déjà dit avant. Il n'y a pas de souci, oui. Merci de le préciser. Tac, hop. Allez, on passe sur la vidéo. Alors, les indicateurs, moi, je vais terminer là avec vous, parce qu'on a parlé beaucoup, pour l'instant, de la ligne, des chandelles, des supports, etc. Mais vous avez dans le logiciel moult indicateurs, hein. Ça, c'est justement ce qui fait la richesse du logiciel, c'est qu'après, derrière, dessus, on va pouvoir dessiner énormément d'indicateurs qui vont vous aider. Moi, j'en ai énormément en favoris. J'ai des scripts, on peut même faire des scripts directement, dessiner un script sur le pin editor, c'est ce qu'on appelle le pin, voilà. Ouvrir un script, je vais ouvrir celui-là par exemple. Voilà, c'est de la programmation qui va nous faire tout bêtement un indicateur qui va dessiner un indicateur. Alors, à quoi ça ressemble un indicateur? Il y en a des simples, il y en a des compliqués. Je vais en prendre un plus ou moins, tac, je vais virer ça. Alors, dans la version gratuite, vous avez le droit à 3 indicateurs. Dans la version, hop, tac, j'efface. Dans la version payante, vous avez le droit à plus en fonction de ce que vous payez. Alors,
par exemple, je vais prendre mes favoris, je vais prendre, ou alors même ceux que j'ai déjà mis en favoris, je vais prendre celui qu'on voit le plus, c'est, hop, Bollinger. Alors je vais repasser en daily, voilà, hop, je vais réinitialiser le graphique. Bollinger, les mémoires, vous voyez, là, ça commence déjà à devenir un peu plus compliqué, hein. On a la courbe, on a des droites, on a des lignes, pardon, courbes qui suivent un petit peu. On a quelque chose qui encadre, ce qu'on appelle les bandes de Bollinger. On a en dessous le RSI, moi j'aime bien le RSI, le Shop Index, plein d'informations qu'il va falloir apprendre à utiliser. Mais ceci, c'est 1, 2, 3, 4, 5 indicateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le MACD. On a 5 indicateurs. Après, on peut avoir ce qu'on appelle l'Ishimoku, que j'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment celui que j'utilise le plus avec les points de pivot, qui permet d'avoir aussi beaucoup d'informations. C'est pareil, moi je suis sensible à celui-là, il y en aura d'autres qui seront sensibles au Bollinger, il y en aura d'autres qui seront sensibles voilà, non, je repars sur les tendances plus les pivots et le RSI et le MACD, mais on a des indicateurs payants comme ce qu'on peut avoir avec IO, c'est Pro Indicator qui est un indicateur de grande qualité qui donne plein de messages, plein de signaux aussi au niveau du trading et tout ça, mais bon, c'est des indicateurs payants cette fois-ci. Mais voilà, on a même aussi des stratégies qui peuvent vous dire, stratégie, ah non, celui-là, c'est pas une stratégie. Non, c'est un Ishimoku. Qui peut vous dire quand trader, quand. Après, c'est à vous de voir, hein, attention, c'est délicat. Mais vous voyez, on peut avoir énormément de choses sur un graphe. Alors, attention de trop en avoir, tue un peu le savoir et tue un petit peu la compréhension. Donc, à vous de modérer un petit peu votre ardeur et de ne prendre que les indicateurs que vous maîtrisez, que vous avez appris et que vous comprenez. Ceux qui vous font plaisir et ceux vers lesquels vous... Ça ne sera pas le même chez vous, ça ne sera pas le même chez moi, ça ne sera pas le même chez tout à chacun. On y reviendra sur les indicateurs parce que c'est tout un débat. Chaque indicateur a vraiment beaucoup d'informations. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer en tout cas ce soir. Et là, je vais laisser la parole à Max, la menace à 2 balles. Ah putain, merde. Donc, comme vous l'a dit Tana, il y a énormément d'indicateurs. Le truc, en fait, c'est que le marché a sa propre mémoire, comme nous, on a notre propre mémoire. Et en fait, comme il l'a évoqué tout à l'heure, l'essentiel, c'est de voir tous la même chose au même moment. On va tous le dire d'une manière différente, puisque certains vont utiliser des Ishimoku, certains vont utiliser des bandes de Bollinger, etc. Nous, on va utiliser, là, je vais vous présenter la famille Tana. La famille Tana, en fait, c'est un outil énormément utilisé, puisqu'elle a une particularité. C'est sa composition, en fait, sa composition mathématique. Il faut savoir qu'il y a certaines méthodes de trading. Il est très difficile d'acheter le prix le plus bas et de vendre le prix le plus haut. C'est quelque chose de très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on va définir des zones. Et l'indicateur Fibonacci va nous permettre de définir ces zones. En l'occurrence, comment est constitué un escargot? Un escargot, il est composé de mathématiques. Et en fait, c'est une suite de nombres qui commencent qui sont liés au nombre d'or, 3,14. Et donc, voici Tana en format radiographique. Donc, comme vous pouvez voir, on commence par le point du milieu et on monte. Donc, en fait, cette suite de Fibonacci, on l'applique sur le cours des monnaies en général, de la finance et notamment des crypto-monnaies. Elle va nous permettre, cette suite de mathématiques, de définir des zones. Puisque du coup, quand on va faire du trading ou de l'investissement, on va toujours suivre un plan. On va se faire un plan. Que ce soit un micro-trading ou un investissement long terme, en fait, on a un plan. Parce que du coup, on va vendre à un prix, acheter à un prix, revendre à un autre prix, racheter à un autre prix, etc., etc. Cette suite de Fibonacci va nous permettre
il faut appliquer de se donner des zones d'achat et des zones de vente. Donc pour ce faire, TradingView est vachement bien fait. Il a un indicateur déjà prêt. Alors, il est déjà prêt dans sa petite forme, sur la gauche de votre écran, comme vous pouvez le voir, on a des petits outils. Pour ceux qui voudront, moi j'utilise cet indicateur-là, le retracement de Fibonacci, et en fait, comment le configurer, parce que chaque outil est configurable. Et moi, je le configure d'une certaine manière, c'est la manière la plus simple, la plus basique. Cette manière la plus basique, elle est utilisée par énormément de gens et elle va permettre à tous ces gens de voir la même chose au même moment. Donc j'ai suivi ce petit FAQ. Max, excuse-moi, mais je suis ta sœur et je dois te dire que ton micro, c'est de la merde. Donc du coup, je reprends où j'en étais. On va utiliser un indicateur, la suite de Fibonacci. Cette suite de Fibonacci, en fait, on la trouve ici sur le côté dans la boîte à outils. Et on va l'appliquer. Je viens de la sélectionner. Et on va l'appliquer. En fait, on va prendre un cours. C'est comme l'a expliqué tout à l'heure, l'ATH, le plus haut historique. Donc on va partir du plus bas de la crypto-monnaie, de son prix le plus bas. On considère le prix le plus bas à 0, puisque du coup, sur certaines crypto-monnaies, d'avoir des crypto-monnaies à 0,0000 et plein de zéros et 1 centime derrière équivaut à un 0. Donc on prend notre plus bas et on va tracer notre suite de Fibonacci jusqu'à son ATH, jusqu'à son plus haut historique. Et donc ça nous donne un petit amas. Voilà. Donc si on arrive à le retranscrire, ce que j'ai essayé tout à l'heure, je n'y suis pas arrivé, mais en gros, dans cette suite mathématique, en fait, on l'a aplatie pour pouvoir avoir toutes ces zones. On va définir les couleurs en fonction de ce qu'on veut. Moi, j'ai défini du vert pour l'achat, du rouge où il ne faut pas trop acheter, et du bleu pour la vente. Ça, c'est tout un chacun qui choisit les couleurs. Vous avez toutes les possibilités pour le configurer. Cet indicateur, il nous donne quoi en fait? Parce que pour le moment, on a juste des lignes. À quel moment j'achète, à quel moment je vends, et à quel moment la plupart des investisseurs et des traders vont acheter ou vendre. Donc du coup, on va définir 4 zones. Ces zones, je vais les tracer avec des rectangles. Donc toujours pareil, dans mes petits outils, j'ai mes petits rectangles qui sont ici. Et donc en fait, vous voyez que j'ai des numéros affichés. On part du 1 sur le 0 toujours pour arriver au 0 en haut. Pourquoi? Parce que du coup, cet indicateur, il met sur un instant T. Il ne prédit pas l'avenir. On va spéculer dessus sur une autre formule qui existe, mais pour le moment, cet indicateur nous sert juste à pouvoir positionner nos zones de vente et d'achat que tout le monde a vues. Donc, dans ces zones, tout le monde aura la même volonté. Et donc, on va prendre 4 zones. Ces zones, elles se situent en fait au-delà du 1. Le 1, on va partir juste au-dessus du 1, le 886. Et là, je vais tracer un rectangle. Dans ce rectangle, c'est ma première zone d'achat. C'est celle qui va être la plus intéressante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on passe entre le 886 et le 1, c'est ce qu'on appelle une zone dangereuse. C'est-à-dire que le cours de la monnaie peut décider, s'il arrive un événement Y, de chuter. Sauf que la chute peut être telle que la monnaie disparaît. Le projet disparaît. Puisque du coup, il n'y aura plus assez de fonds pour le faire fonctionner. Donc, on se prémunit de ça en passant à la zone au-dessus, où j'ai tracé mon rectangle. Cette zone, justement, est une très très bonne zone d'achat,
puisqu'elle va nous permettre s'il arrive quelque chose, comme ici vous pouvez le voir, exemple élément, tout à fait, que je vous montrerai vite fait tout à l'heure, vous allez voir, ça fait bizarre. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le cours a chuté. Mais du coup, la monnaie n'est pas tombée. D'accord? Donc, elle reste en vie. Et on reprend. Donc ici, c'est une zone d'achat. Évidemment, on prend sur une time frame. Là, on est sur une time frame long terme. C'est-à-dire que c'est des investissements qu'on va faire en année, mois ou en année. Les traders, eux, vont faire comme ils vous l'ont montré tout à l'heure. Ils vont aller plus dans le cours pour aller chercher des time frames inférieurs et trader des temporalités plus courtes. Là, l'objectif, c'est d'analyser un cours dans son ensemble de son véhicule. Et donc, cette première zone d'achat est une bonne zone d'achat. On définit une deuxième zone d'achat. Cette deuxième zone d'achat, elle se trouve entre le 786 et le 612. Parce que du coup, ça correspond à des retracements qui définissent des zones. Et comme vous pouvez le voir ici, sur ma première zone, comme vous l'avez expliqué Tana tout à l'heure, cette zone est un support. Elle n'a jamais été retravaillée, on n'est jamais revenu dessus, et en fait, elle se positionne en support. Donc techniquement, ma deuxième zone d'achat me sert à dire que potentiellement, on ne retournera pas dans cette zone. Donc, c'est une zone de secours. C'est une zone d'achat deuxième classe. Ensuite, j'aurai une zone de vente. Puisqu'à un moment, j'achète. Mais l'objectif, c'est bien quand même de faire une plus-value, de faire du gain dessus. Et effectivement, comme le dit Yo, la fibre est traçable dans n'importe quel. Je vous montrerai juste après. Donc, on a défini notre zone d'achat, mais il y a un moment, il va falloir vendre. Quand on va vendre, on va faire comme vous l'a expliqué Tana tout à l'heure, on va swapper nos monnaies. On va passer, par exemple, donc là en l'occurrence on est sur le Bitcoin, on va passer du Bitcoin à l'USDT. Donc, pour trouver cette zone de vente, pareil, je vais partir de mon zéro. C'est une zone qui est très difficile à atteindre parce qu'elle est très volatile. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de cours à l'intérieur. Il y a très peu de cours dessus. Donc, on va se positionner sur une zone qui est clairement intéressante, qui se trouve ici. Cette zone est aussi difficile à atteindre, mais elle est atteignable. Donc c'est une zone que tout le monde connaît, et la plupart des investisseurs et des traders vont chercher à vendre dans cette zone. Ensuite, on aura une deuxième zone au cas où on ne retourne pas atteindre cette zone. On a notre deuxième zone de vente, qui se trouve juste en dessous, ici. Ce qu'on va faire avec ça, en fait, c'est chercher des gains à 110%. L'objectif, c'est pas de perdre de l'argent, et surtout ce qu'on a investi. Donc pour ça, si admettons que j'ai acheté au haut de cette zone, l'objectif que je vais me fixer va être à 110%, à peu près, ici. Je vais vendre dans cette zone, c'est une zone même intradable, mais dans le cours est tellement grand, hein. Franchement grand, c'est le Bitcoin, hein. C'est quelque chose qui est quand même assez rare, hein, pour les produits financiers en crypto-monnaie, en tout cas, c'est un peu c'est le roi des crypto-monnaies. Et en fait, de cette zone, j'aurais gardé mon investissement, j'aurais sauvegardé mon investissement. Admettons que j'ai mis 100 euros, je monte à 200 euros, je récupère 100 euros. 110%, pourquoi 10%? C'est pour les frais. Pour ceux qui se demandent, puisque forcément, comme tout produit, comme tout, on a des frais. Frais d'envoi, frais de réception. Donc ici, en fait, à partir de là, je vais trader ce qu'on appelle du gain. Les 100 euros qui me restent, que je vais gagner. Et donc, je me redéfinirai à partir de là une nouvelle zone de vente qui va monter à 110%, à peu près. Alors, on cherche à les avoir, hein, mais c'est l'idéal. Mais vous voyez, ici, c'était très dur à avoir, mais potentiellement, je me gagne 2 zones pour pouvoir vendre. Donc, on va les nommer ces zones, tout simplement. Ici, ce sera
la première zone d'achat comme une première classe de train, comme dans un train. On n'aime jamais dans le wagon, dans la locomotive. Et cela, c'est la place pour le conducteur du train. Là, il y a la place pour la première classe, la seconde classe. Donc je trace ici, je nomme ma seconde classe d'achat. Mon éco-classe. Voilà. Et bien, c'est pareil dans l'autre sens. Pour la vente, on ne monte jamais dans la locomotive. C'est la place du conducteur. Donc, je vais me positionner dans la première classe vente. Donc, TP pour Take Profit en anglais. D'accord. Et ma deuxième zone de vente. Au cas où j'ai raté ma première classe, ben, j'ai toujours ma zone éco-classe. D'accord. Et donc, en fait, cette suite-là, ce cours-là, ce modèle, il est adaptable dans plusieurs time frames. Vous voyez que je me suis positionné en weekly. Donc, chaque bougie représente une semaine. Et si je passe en daily, à la journée, ma time frame change. Je peux toujours suivre mon cours, mais je l'ai positionné sur un cours, sur time frame daily. Weekly, pardon. Donc, on va retracer un petit peu ça. Celui-là, on va faire un petit peu d'espace. On va même le supprimer à la rigueur. Hein. On peut le supprimer, puisqu'on l'a vu. Et donc, on peut faire la même chose sur une time frame. Hop. Toup. Hop, c'est ça d'avoir un super clavier d'ordinateur. Donc, je me positionne en daily. Mon cours a changé. Et donc, vous voyez sur mon cours ici, je veux positionner de la même manière ma suite Fibonacci. Cette suite de Fibonacci, c'est pareil. Je vais définir un plus haut et un plus bas. On va définir un plus bas toujours plus haut que le précédent plus bas. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ici, je ne peux pas définir, si je veux traiter à la journée, je ne peux pas définir ma suite de Fibonacci sur ce point bas, parce que si je trace ma suite de Fibonacci, vous voyez qu'ici, au dernier niveau, dans les dernières bougies, je viens toucher mon numéro 1. Donc je me retrouve dans la tête du train. Et donc on ne prend pas la place du conducteur. C'est le meilleur moyen de se cracher. Donc je vais aller chercher, parce que je ne sais pas conduire un train, donc je vais aller chercher un plus bas. Et donc je vais continuer à tracer ma Fibonacci. Et je vais en trouver un juste ici. Voilà. Donc, je ne touche pas ma ligne. J'ai défini un nouveau plus bas qui se positionne en dessous de mon dernier plus bas et mon plus haut. Techniquement, on va chercher à faire un plus bas, un plus haut, dans ce sens. Ou alors, ça marche aussi dans l'autre sens, avec un plus bas, un plus haut. Et l'objectif, en gros, c'est d'arriver à trouver un triangle. Hop, définir comme ça, d'arriver à former un triangle. Comme vous la montrera Tana, ou on vous le montrera dans une émission un peu plus tard, ces triangles ils ont leur importance. Regardez bien, vous avez des triangles partout. Pourquoi? Parce que du coup, les bougies sont des droites. Et donc des droites qui se forment dans le futur, dans la mémoire du cours des triangles. Ces triangles nous permettent de savoir, de trouver des breakouts, des cassures de ces triangles, soit par le haut, soit par le bas. Et donc une fois que j'ai tracé dans cette time frame, inévitablement, je vais pouvoir tracer mes rectangles. Donc, je le fais un petit peu à la va-vite. Hein. J'ai un premier rectangle ici, ma première zone d'achat, un deuxième rectangle,
ici, avec ma zone éco-classe, mon avant-dernier rectangle, parce que l'objectif quand même de faire du gain. Hop. Avec mon écho TP et ma première classe TP. Première classe TP. Voilà. Donc là, je vais reprendre mon indicateur de pourcentage. Vous allez comprendre pourquoi. Tout à l'heure, on s'est mis en weekly. Donc on a une vision plus grande, plus large du cours. Donc on a pu aller chercher nos 110% dans des zones. Et après, trader du gain. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Vu qu'on va trader sur des volumes plus écrasés, dans une time frame plus courte, moins de volatilité, donc derrière, forcément que je vais devoir adapter ma stratégie. Parce que si j'achète ici, pour aller chercher mes 110%, vous voyez, la seule chose que je pourrais faire, c'est protéger mon investissement. Ah, ça c'est enlevé. Protéger mon investissement avec un gain de $100. J'ai acheté pour $100, je ferai $100 et c'est tout. Et je protégerai mon investissement. Et j'aurai $100 en trade. Mais plus on va réduire la time frame, plus on va étudier partie du cours petite, plus les gains seront petits. Le marché récompense le marché donne raison aux derniers entrants et récompense les plus patients. C'est-à-dire qu'acheter ici pour revendre, alors on aura tous des indicateurs, on verra si c'est un bon moment d'acheter ou pas. Gain plus petit, mais plus de trades. Exactement. On va faire des plus petits gains, plus de trades, parce qu'on va trader, on va dans une journée en faire beaucoup plus. Mais techniquement, si je prends mon coût de Bitcoin et que je vais le chercher plus loin, vous voyez, hein, ça réduit, ça réduit. Et donc là, on a un pourcentage de 120%. Mais si je prends sur 2017, donc sur ça, j'aurais pu espérer, et on va s'arrêter en n'étant pas trop gourmand dans Take Profit première classe, un gain de 5658%. Donc c'est pour ça que dans l'investissement, on va privilégier la patience et s'enlever du fait des hausses et des baisses de la volatilité. On va avoir une vision plus long terme que si on va trader sur un time frame plus courte, on aura une vision plus court terme. Et si vraiment là, je veux tracer les choses correctement, en fait, on va venir se positionner sur du trading, sur de la spéculation. Je vais spéculer sur le futur en me disant que potentiellement, je réduis à ça. Et où va aller le cours, je ne sais pas. Mais actuellement, je prédis qu'au mieux, je peux faire 50%, 60%. Voilà. Donc ça, c'est un premier indicateur, c'est l'un des dans le monde du trading, parce que comme vous voyez, il est adaptable. J'ai tracé une grande Fibonacci, et puis on arrive sur une plus petite Fibonacci. Et si je la trace à la minute, elle sera encore plus petite. Et en fait, si on reprend ces Fibonacci, c'est l'inception des Fibonacci, dans les Fibonacci, dans les Fibonacci, dans les Fibonacci. Voilà. Voilà. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir tenu jusque-là. Franchement, chapeau. J'aurais pas tenu à moi-même. Sûrement avec un micro pourri en plus. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Merci Sheridan, merci Yo, merci Tama. Merci à vous, les qui gars. a fait beaucoup de boulot aussi. Hein. Et voilà, donc je vais laisser la parole à Tama et puis qu'on passera sur une petite FAQ. Hein. Alors, moi, ce que je voudrais savoir maintenant, parce que c'est vrai qu'on vous a donné un petit peu les bases, les grandes lignes, on peut aller
beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, mais ça sert à rien de tout. Faut déjà ingurgiter. Peut-être qu'il y a des choses que certains savaient, que si ça apporte pas grand-chose, peut-être. Mais en attendant, le but c'est que ça apporte quelque chose pour tout à chacun. Et il y a de l'information. On va aller plus loin dans l'information. Mais qu'est-ce que, par exemple, vous voudriez voir la prochaine fois? Nous, on est prêt à faire une nouvelle émission et aller un peu plus loin dans les détails sur un point particulier. Les indicateurs, je sais que c'est une mine d'or, hein. Il y en a tellement qu'on a chacun notre indicateur fétiche. On peut vous l'expliquer et on peut passer du temps dessus. Mais avant d'en arriver là, il faut déjà que vous fassiez un travail sur vous et sur ce qu'on vous a montré, que vous vous appropriez l'outil. C'est pour ça que je vais vous mettre des liens, par exemple, sur l'utilisation de TradingView dans le chat. Je vais vous mettre des liens sur toutes les références, en tout cas que moi j'ai utilisées pour vous préparer la démonstration des outils graphiques. Comme ça, vous pourrez le travailler un petit peu et puis après, on pourra un peu aller un petit peu plus loin. Aussi bien au niveau de la première partie sur l'explication de la blockchain que le W3, etc., etc., et que bien sûr le charting et les outils graphiques. Donc n'hésitez pas. C'est à vous. Alors, je reprends la main juste un petit instant, désolé Sheridan, je t'ai coupé. Juste un petit disclaimer pour aussi dire qu'on n'est pas là pour faire du conseil en investissement. Non. C'est pas notre objectif. On n'est pas là pour vous dire d'acheter à tel prix et de vendre à tel prix. L'objectif, c'est vraiment de mutualiser les savoirs et d'arriver ensemble, si vous le voulez bien, continuer dans cette direction, à en apprendre le plus possible et d'être le plus fort possible face au marché dans le futur. Et donc, c'est pour ça qu'on ne prodiguera pas de conseils en investissement en vous disant acheter à tel prix ou vendre à tel prix. C'est quelque chose qui est beaucoup trop dangereux et qui mène à des problèmes. Et donc, voilà. C'était le petit disclaimer. Merci à vous. Si je peux dire un truc, le trading, alors là je m'adresse à ceux qui connaissent vraiment pas. Je sais pas s'il y en a qui ont une expérience ou non. S'il y a des noms que je vois pas trop qui c'est, mais bon après voilà. Par exemple Snatch, je sais pas si tu as déjà tradé, tout ça. Quand on regarde, et bien souvent ça c'est quelque chose que les néophytes, quand on a l'appât du gain, hein, clairement, on a tous un peu l'appât du gain, hein, évidemment, l'argent. Faut pas oublier une chose, hein, c'est que, et ça bien souvent, ça arrive très très fréquemment, quand on débute dans le trading, quand on regarde des vidéos sur internet, quand on écoute Pierre, Paul, Jacques, même nous, là, à l'instant, ça peut paraître facile, ça peut paraître simple, il y a même des modèles de démo, hein, vous pourrez trouver des échanges avec, des exchanges, pardon, avec des démos. Quand il n'y a pas d'argent en jeu, enfin voilà, quand on regarde, ça a l'air facile. Quand on commence à poser ses billets, c'est tout autre chose et il faut être très méfiant. Il faut pas s'emballer, il y a toute une concentration à faire. On ne traite pas, en se disant: «Bah tiens, je vais à la pêche après». On ne traite pas, quand on a un enfant à côté de soi qui est en train de faire, des jeux avec du bruit. On trade avec calme, avec sérieux. C'est une réussite. Rien que de pouvoir faire ça, c'est déjà une réussite et il faut être très, très, très méfiant. On n'a jamais rien d'acquis, là, on a subi, récemment, il y a beaucoup d'encre qui coule sur Luna. Alors Luna, c'est un peu compliqué, mais l'histoire qui en résulte derrière, mais je peux vous dire qu'il y a des gens, qui s'y attendaient pas, quand ils ont acheté des tokens à 100 ou même 80 $, en moins de 24 heures, ça s'est retrouvé à 4 $. C'est pour vous dire, on peut avoir des surprises. Le monde de la crypto, c'est un truc qui est très speed. Il y a des news tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas d'arrêt, contrairement à la finance la finance traditionnelle, il y a les ouvertures, les fermetures de bourse. Là, c'est pas le cas, ça ne se ferme jamais, c'est constant, il y a énormément de robots, c'est des bots, hein, il y a énormément de bots. Maintenant, c'est très facile en plus d'en obtenir, hein. Avant, il fallait être un petit peu développeur, tout ça. Aujourd'hui, vous ouvrez un compte gratuit 3Commas, vous avez un bot gratuit, vous le paramétrez très simplement, hein, par exemple, vous faites
du DCA où vous faites, vous dites à votre robot, voilà, t'achètes dans telle zone de prix à récurrence, machin, vous mettez votre plafond et ça va trader à, voilà, en mode bot. Il y a aussi le trailing qu'on n'a pas parlé là, mais en fait, c'est de la poursuite d'achat, etc. Enfin, c'est un monde qui est très très vaste. Après, voilà, et c'est d'ailleurs hier, hein, Tana, on en parlait hein, justement des différentes manières. Toi, c'est vrai que tu aimes bien Ishimoku, moi il m'effraie un peu. Après, moi ma strat, ça va être surtout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces, hein, comme on dit. Après, voilà, moi je vais avoir ma petite méthode. Et par exemple, Yo ne pourra, enfin, ne fera jamais comme moi sur des time frames insolents sur de la minute ou 5 minutes. Là, on est à la limite du scalping, hein, c'est du trading à haute fréquence. Enfin, pas haute fréquence, mais très rapide. Et moi, ça va être, je vais attaquer à la bougie. C'est-à-dire, je vais essayer de chercher la bougie vraiment la plus basse, et boum, j'attends qu'elle pète jusqu'au plus haut qu'elle puisse avoir. Et là, en fait, c'est du clic-souris. Donc, en 1 minute, vous cliquez, en 1 minute, il faut que mon gain soit fait. Et c'est pour ça que, justement, à juste titre, Max a très bien dit, plus on a des time frames courts, moins on gagne, mais en fait, ça va être sur la récurrence. Donc, à vous après de voir dans quel terrain vous vous sentez le mieux. Yo, ça va être sur du moyen long terme. Moi, ça va être sur de l'ultra court terme. Tana, ça va être un petit peu des deux. Ça va, enfin, lui, il va s'amuser un petit peu sur plusieurs terrains. 15 minutes, Max, on en 30 a pas minutes et 1 heure, suffisamment. ouais. Ouais, voilà. Max, je sais pas trop, parce qu'on c'est vrai qu'on n'a pas trop. Moi, je lui avais expliqué les grandes lignes. Voilà. Maintenant, voilà, faut vraiment faire attention. Et c'est ce que je dirais parce que depuis 2017 que je suis dans le truc, j'ai partagé, j'ai eu des échos sur des gens qui ont investi dans des projets et qui se sont mis au trading et qui se sont pris des tôles, mais vraiment des tôles. Il n'y a pas d'argent facile. Pensez gestion du risque hein, dans tous les Ouais, cas. Hein. grave, grave, grave. C'est la base. Ah, c'est C'est la la base, base. hein. Gestion du risque, money management aussi qu'on pourrait traiter, c'est très complexe hein, ce Mm, mm. truc-là. Messieurs, il est 23h, on va laisser les gens se coucher.